Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Comment partager les tâches ménagères à la maison ? Un sujet qui fait parfois grincer des dents et qui mérite qu'on s'y arrête. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission. Et avant de rentrer dans le sujet, je voudrais juste vous donner les explications pour mettre les commentaires, parce que je reçois quelques questions qui me disent « Mais comment mettre les commentaires sur le blog ?» Donc c'est simple, vous allez sur couple-heureux.com, couple au singulier, parce que c'est le couple, et vous allez sur le sujet de votre choix, celui que vous avez aimé dans le podcast que vous avez écouté, et vous allez tout en bas du sujet, et vous allez voir une petite rubrique qui est intitulée « Laissez un commentaire ». Là, vous pouvez mettre votre commentaire, vous mettez votre pseudonyme, vous pouvez le changer à chaque fois, libre à vous, une adresse email, et puis vous envoyez. Et comme ça, j'ai vos commentaires, j'ai vos questions, vos remarques, et des éléments pour vous répondre et vous aider dans le bonheur que vous êtes en train de travailler, de construire à deux. D'accord ? Allez, j'attends vos commentaires. Maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Alors d'abord, je voudrais déjà sortir du clivage qui consiste à imaginer que c'est madame qui a l'impression que monsieur ne fait pas grand-chose à la maison parce que la situation inverse existe. Je l'entends, j'en entends parler, j'en ai entendu parler. Donc ne partons pas de ce cliché en disant que c'est madame qui fait tout. Il y a des couples dans lesquels c'est plutôt monsieur qui dit qu'il en a marre que ce soit madame qui soit là, qui rentre, qui fasse rien, qui mette les pieds sur la table, qui prenne son journal quand elle rentre du boulot ou son tricot, je sais pas ce qu'on veut, tous les clichés qu'on veut, mais qui ne s'implique pas suffisamment dans les tâches ménagères. Donc déjà, messieurs, je voudrais commencer cette émission en vous immergeant directement comme des personnes qui sont aussi concernées par ce sujet des tâches ménagères, surtout si vous avez l'impression qu'il y a une disparité dans la manière de les gérer. Donc ça, c'est dit. Ensuite, on pourrait s'arrêter pour savoir comment répartir de manière plus ou moins équitable, juste, logique, cohérente, les différentes tâches ménagères de manière à ce que on n'ait pas l'impression d'être le seul à faire le boulot. Alors, je voudrais d'abord peut-être qu'on regarde les choses de manière plus large. Cette impression d'une inégalité, d'une disparité, ce sentiment d'injustice, et je vais y revenir dans quelques instants, peut venir, partir, revenir et repartir parce qu'on est dans un couple. Ça veut dire qu'on est dans une réalité vivante, mouvante. Et j'ai pris le temps dans plusieurs émissions d'expliquer à quel point le couple est vivant, mouvant. Ce qui signifie que ce qui a été mis en place le 1er janvier aura bougé le 31 mars. Et que ce qu'on aura corrigé courant du mois de mars aura encore bougé au mois de juillet. C'est donc déjà pour moi important de partir du principe que ce que l'on a mis en place va évoluer, va bouger, va glisser, va grandir, va diminuer, se déplacer et participer à faire qu'on va sentir de la satisfaction, puis de la frustration, de la déception, du mécontentement, de la joie, du plaisir et à nouveau de la frustration et de l'incompréhension parce qu'on est dans une réalité mouvante. Vous ne pouvez pas être dans un couple figé, sinon ça sent la mort. Donc je vous souhaite vraiment d'intégrer cette idée que ça va bouger. C'est valable pour les répartitions des tâches ménagères, comme pour l'alimentation, comme pour la tenue vestimentaire, comme pour la relation aux enfants, aux amis, etc. Vous avez des amis que vous n'aviez pas avant et vous aviez des amis que vous n'avez plus. C'est normal donc que cette répartition des tâches ménagères soit sujette à modification. Alors, de mon temps, je fais exprès de dire ça, vous aurez l'impression que je suis un vieux crouton, mais c'est pas vrai. Du temps de mes parents, voilà, pour être vrai, du temps de mes parents, eh bien, c'est madame qui faisait le ministre de l'Intérieur. Je dis ça parfois pour rigoler en disant que ma femme est le ministre de l'Intérieur, alors qu'elle passe beaucoup de temps à l'extérieur. Voilà, c'était madame qui était ministre de l'Intérieur et monsieur était quelque part le Premier ministre ou le président en fonction des couples, dans lequel, finalement, madame s'occupait de ce qu'il y avait à la maison, qu'elle travaille ou pas. D'ailleurs, c'était beaucoup moins fréquent que madame travaille, à l'époque de mes parents, ou même des parents de mes parents. Ou bien, quand le travail était là, c'est parce qu'il y avait vraiment une nécessité matérielle importante, impérieuse, qui fait qu'aujourd'hui, on ne va plus prendre en considération
la question de qui travaille, qui ne travaille pas. La plupart des couples travaillent tous les deux. Donc, on est, je dirais quelque part, balle au centre, un point partout, égalité, parce que les deux sont concernés et par la vie professionnelle et par la vie éducative des enfants. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais aussi, on pourrait se poser la question de répartir l'implication dans l'éducation des enfants, mais aussi dans la répartition des tâches à la maison. On est donc deux impliqués. Et je tiens à dire que, pour ma part, cette notion d'implication, de répartition des tâches à la maison est valable pour celui qui travaille comme pour celui qui ne travaille pas. Que ce soit un conjoint qui est à la maison, je vais dire à 100%, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais bon, en général, quand il y en a à la maison à 100%, c'est soit parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'on n'en trouve pas, soit parce qu'on a décidé de prendre du temps pour éduquer ses enfants. Or, j'estime que ce temps qui est vraiment très prenant pour éduquer ses enfants est à considérer comme un travail. Je sais qu'en France, ce n'est pas le cas, mais dans certains pays scandinaves, on a quand même compris que l'éducation des enfants était quand même un travail. Donc, même si madame, ou parfois monsieur, parce que de plus en plus des hommes restent à la maison pour s'occuper des enfants pendant que madame travaille, eh bien, celui qui reste à la maison n'est pas celui qui doit prendre en charge toutes les tâches de la maison. C'est mon avis, je fais exprès de le préciser, et je vous encourage à aller chercher dans des bibliothèques, dans des séminaires, dans des conférences, dans des ateliers, l'avis d'autres personnes, notamment, pourquoi pas, des conseillers conjugaux et familiaux, des thérapeutes de couple, etc. On pourrait se dire, alors, on va partir sur la base pour la répartition des tâches à la maison, du genre. Je suis un homme, elle est une femme, ça incombe à un homme, ceci et cela incombe à une femme. Si vous partez dans cette direction-là et que vous êtes à l'aise avec ça, eh bien, installez-vous-y, arrosez, bouturez et vivez heureux en couple. Seulement, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et que vous commencez ou que vous avez senti cette impression de ce qui est collé à votre genre et que vous voudriez faire peut-être même des choses qui ne sont pas collées à votre propre genre et que vous voudriez que votre conjoint fasse des choses qui sont collées à votre genre, eh bien, posez les questions, le sujet sur la table pour vous retrouver ensemble et dire, voilà, maintenant, je voudrais, moi, que l'on sorte de cette question de genre. Alors, s'il y a un siècle dans lequel on peut effectivement s'arrêter pour quitter cette question de genre, c'est bien le nôtre. Je trouve même qu'on est en train de partir en cacahuète avec des discours qui donnent l'impression à un enfant qu'il n'est ni un garçon ni une fille. Il ne peut pas le savoir maintenant. Ce n'est pas parce qu'il a un sexe ou des seins qu'il est un garçon ou une fille. C'est pas un sexe, un pénis, pardon, parce que tout le monde est équipé d'un sexe, et que donc il devra décider plus tard. Vous comprenez, vous imaginez la confusion identitaire qui est dans cette démarche. Alors là, moi, je prends vraiment position parce que je pense qu'on est en train d'abîmer des adultes à venir et par conséquent notre société dans une difficulté d'estime et d'image de soi. Mais bon, certains diront c'est vieux jeu. J'assume d'être vieux jeu, même si je ne suis pas encore ce qu'on appelle ça, 60, 70 ans, 80 ans avec ma canne. Moi, je pense sur le plan psycho-émotionnel. Je regarde les dommages sur le plan psycho-émotionnel. Les dommages potentiels, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui ont pu être faites sur ce sujet, étant donné qu'on n'a aucun recul. Donc on saura dans 40 ou 50 ans, et peut-être dans 100 ans, les dommages qui auront été causés par ça. Et je me pose la question, pourquoi aller dans cette direction, justement, et poser ce genre de sujet sur la table, hein. J'entends qu'au Canada, on a je ne sais plus combien, 17 genres. On va pour moi dans une direction qui n'est pas utile, pas féconde et pas propice à un meilleur épanouissement personnel pour certaines personnes. C'est très bon pour certaines autres qui sont mal dans leur peau, mais en arriver à généraliser, en faire un principe de fonctionnement sociétal, je pense qu'il y a là un problème. Donc, déjà, partir sur l'idée, je suis un homme, donc je m'occupe de la voiture, je fais exprès de prendre les clichés, je m'occupe de la voiture, je m'occupe du bricolage, des choses à réparer, et puis ma femme, comme c'est une femme, genre féminin, elle s'occupera de la lessive, de la cuisine et du ménage, et puis peut-être des enfants, et voilà. En général, quand on est sur une répartition de genre, regardez-moi dans les yeux, messieurs, et dites-moi que c'est pas vrai, on est forcément dans un déséquilibre, dans une disparité. Ça veut dire que madame va s'occuper davantage de choses de l'intérieur et puis l'homme va s'occuper de choses en moins grand nombre à l'intérieur et davantage à l'extérieur. Alors, c'est là que je dis que pour moi, quelque chose commence à clocher. Je préfère que, si vous êtes mal à l'aise, que vous puissiez en parler en abandonnant
la notion de genre. Je sais que la France est une langue très très spéciale parce qu'on a genré tous nos objets. On a une chaise, une table, un tabouret, un fauteuil. Pourquoi un tabouret c'est masculin et qu'une chaise est féminin? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je n'ai trouvé aucun philologue, aucun spécialiste de la langue française pour m'expliquer pourquoi on a défini un genre. Ce qui d'ailleurs est un obstacle compliqué pour les anglophones, entre autres, et pour d'autres pays qui pratiquent d'autres langues. Et on aime ce genre, ce système genré aussi dans les fonctions. Et je pense qu'il y a une erreur. Le ménage peut être fait par un homme, par une femme. D'ailleurs, dans les grandes sociétés, ce sont les hommes qui les font. La cuisine peut être faite par un homme, par une femme. D'ailleurs, on a de grands chefs hommes qui le sont. Voilà. Pourquoi on n'est pas gêné à la télé quand on voit Philippe Etchebest en tant que cuistot ou un chef cuistot dans un restaurant? Par contre, on est peut-être un peu plus gêné quand c'est une femme. C'est étrange. Par contre, à la maison, quand c'est une femme qui fait la cuisine, c'est tout à fait normal. Quand c'est monsieur, c'est étonnant. Pourquoi c'est monsieur qui fait la cuisine et qui fait la lessive, etc. Donc c'est pour moi juste à poser sur la table pour se demander, en sortant du genre, comment envisager la répartition. Je viendrai un petit peu après pour avancer sur ce sujet de la répartition, comment l'avancer, comment la travailler, comment l'échanger et en discuter. On pourrait aussi partir sur le principe autre que le genre, de se dire, en fait, on va faire comme chez mes parents. Voilà. Alors, la difficulté, c'est que dans un couple, en général, chacun a ses parents, parce qu'on n'est pas marié avec son frère ou sa sœur. Ce qui signifie qu'on va chercher à tirer le couple dans la direction du fonctionnement de ses propres parents. Or, on va dans un tiraillement, forcément, parce que mes parents ne m'ont pas donné les mêmes bases en termes d'implication dans les tâches ménagères que les parents de ma femme. Donc, ce n'est pas vraiment très aidant. Donc, avec cette simple prise de conscience, on peut comprendre qu'on est déjà en train de partir dans une direction qui sera conflictuelle. À moins que nos parents aient tellement vécu ensemble, ceux de ma femme et les miens, que finalement, ils ont développé des valeurs et des pratiques communes. Mais c'est tellement pas envisageable, pertinent d'imaginer ça, que ça part tout de suite en eau de boudin. Mais c'est valable aussi de vouloir espérer que notre couple fonctionne comme celui de nos amis, des amis qui sont des référents. Vous savez, on a parfois des couples modèles. Alors chez eux, c'est magnifique parce que madame fait ci, etc. Donc moi, en tant que femme, je veux aussi faire comme elle. Et oui, mais c'est chez madame, c'est pas chez vous. Donc mieux vaut envisager de travailler autrement pour la répartition des tâches ménagères plutôt que d'envisager de faire comme chez ses parents à soi ou comme chez ses amis, couple modèle. Et au passage, je recommande vivement de ne pas avoir de couple modèle, mais plutôt d'avoir des couples modèles avec des S, parce que dans tout couple qu'on aura idéalisé, on sait sur le plan rationnel qu'il y a bien des soucis que l'on ignore. Et c'est généralement quand le couple se défend qu'on dit « Ah bon, mais je pensais pas, mais comment ça se fait ?» Ou que le rideau se lève et qu'on découvre certaines réalités de couples qui sont parfois très très heureux, mais qui sont aussi parfois en mesure de cacher leur malheur. Un autre fondement que l'on pourrait utiliser, en plus du système genré, de la copie de ce que faisaient nos parents ou de l'importation de ce que faisaient nos propres parents ou nos amis couples modèles, ce serait de se baser sur la justice. Alors, il est juste, moi, qu'en tant qu'homme, je fasse ça. Et toi, en tant que femme, il n'est pas juste que tu fasses ça. Donc, on a chacun un regard de la justice qui se base sur le livre de la loi de chacun. Parce qu'il n'existe pas de livre de la loi du couple. On l'écrit ensemble. Et quand vous arrivez dans un couple avec votre propre livre de la loi, quelque part, vous allez dans une direction qui consiste à imposer à votre conjoint de vivre selon votre loi. Or, ce n'est pas un couple, ça. C'est une sorte de partenariat où il y a un directeur et un dirigé. Ou une directrice et un dirigé. Dans un couple, on est sur le même plan. Donc, on va mettre nos 2 livres de la loi sur la table, le mien et celui de mon conjoint. On va travailler ensemble pour voir quand nos lois convergent, qu'est-ce qu'on en fait? Et quand nos lois divergent, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être pour qu'elles convergent, justement, ou pour les abandonner, parce qu'elles gênent l'un ou et l'autre. Donc, la base de la justice, c'est vraiment pas juste. C'est plutôt juste que est une base biaisée. Donc, je suggère de l'abandonner.
Je pense qu'il est préférable d'utiliser un autre outil, et j'y viens, au lieu de la fonction genrée, de l'imitation ou de l'importation de ce que faisaient nos parents ou de la base de la justice, de proposer que chaque membre du couple se retrouve sur la table, autour d'une table, ça revient un petit peu à ce que je viens de dire sur la notion de justice, avec son livre de la loi, avec son regard sur la conjugalité, avec son regard sur le genre, avec son regard sur ce que faisaient ses propres parents, avec son regard sur ce qu'on a récupéré ailleurs, parce que parfois on a pu récupérer ailleurs, c'est les couples modèles, mais aussi dans d'autres univers que les couples modèles, et ensemble de construire une répartition des tâches à la maison. Ça veut quand même dire que, comme je l'ai dit au tout début, cette répartition des tâches va changer. Ça veut dire que je peux dire oui, pour moi, je cuisine, allez, je cuisinerai majoritairement, et puis je m'occuperai davantage en tant qu'homme, je fais exprès de prendre cet exemple-là, je m'occuperai davantage de la lessive et du ménage, par exemple, de la partie haute de la maison, puis toi, tu t'occuperas peut-être, enfin, chacun prend son truc, et que du coup, on soit dans un échange dans lequel on va rester ouvert à l'idée que dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années, ça va changer. Je peux en avoir ras-le-bol de faire la cuisine, finalement. Ou je voudrais la faire juste moins. Ou la faire que quand il y a du monde. Et puis le ménage, j'ai horreur de la salle de bain. Ou je veux bien faire... Voilà. Donc, en fait, on va être dans une évolution et ouvert à une évolution, même quand on met tout ça sur la table, notre approche genrée, notre approche avec les parents et l'assentiment de justice. On va tout remettre sur la table régulièrement, de temps en temps. J'ai parlé à quelqu'un de faire un bilan conjugal avant la rentrée. Eh bien, dans le cadre de ces bilans, pourquoi pas se dire, voilà, je voudrais qu'on revienne sur la notion de répartition des tâches à la maison. Deuxième élément, toujours dans cette direction-là, c'est de travailler de manière à faire en sorte qu'on soit vraiment à l'aise chacun. Personne ne m'impose de faire quoi que ce soit dans la maison. Et personne n'impose rien à mon conjoint. On va travailler ensemble en tant que deux adultes responsables pour se dire, écoute-moi, je veux bien faire ça. Et moi, je veux bien faire ça. Et toi, est-ce que, moi qui n'aime pas faire ça, est-ce que tu te vois le faire? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oui, non. Alors comment on pourrait faire? Et on pose les questions avec les comment, pour que chacun puisse prendre ce qu'il est prêt à faire et non pas qu'il ait comme rôle de donner à l'autre ce qu'il voudrait que l'autre fasse. Qu'on soit vraiment dans cet échange, dans cette écoute, avec le grand avantage d'ouvrir encore les yeux encore plus grands, enfin là, je veux dire l'angle de vue encore plus grand, pour se dire, apprenons à nous connaître dans cet échange-là. Parce qu'en fait, mon conjoint va me dire des choses sur lui pendant qu'on est en train de travailler à la répétition des tâches ménagères. Et ça, c'est quand même génial de me dire, je vais continuer à apprendre à connaître mon conjoint. Et en plus, en lui disant vraiment ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce que je veux faire et ne pas faire, je lui donne d'apprendre à me connaître. On va donc évoluer ensemble, non seulement pour se révéler l'un à l'autre, pour se recevoir l'un à l'autre, et pour se projeter l'un à l'autre vers quelque chose qui va nous ressembler au fur et à mesure, parce que comme on l'a dit, on reste ouvert à un changement au fur et à mesure. Et puis si vous avez des enfants, j'aimerais que vous intégriez ce privilège que peuvent avoir vos enfants de se dire que papa et maman ont fonctionné sur une autre base que la base genrée, que vos enfants auront la liberté de prendre et de laisser ce que vous faisiez vous pour inventer ce qu'ils auront à vivre eux quand ils seront dans leur conjugalité et qu'il n'existe pas de livre de la loi qui dit en tant que fille tu fais ça, en tant que fils tu fais ça, en tant que je ne sais pas quoi, moi, personne au foyer, si que ce soit un homme ou une femme, tu fais ça et moi je fais ça, mais qu'on soit dans un mouvement, dans un échange vivant. Et ce genre de discussion, vous pouvez l'avoir avec vos enfants aussi. Ne vous dites pas qu'il faut que les enfants soient au lit, qu'ils ne vous entendent pas. Justement pas. Il n'y a rien de particulièrement intime. Et si vos enfants ont les oreilles qui traînent dans le coin, ça peut être super enrichissant pour eux de découvrir la manière dont leurs parents apprennent à se découvrir, apprennent à se dire, et finalement apprennent à s'épouser. Sur le sens étymologique, vous voyez, s'épouser, c'est que les deux formes viennent l'une contre l'autre pour être, compatibles, pour être au plus proche du contact. Évidemment qu'il y a des zones qui ne seront pas en contact, parce que vous n'êtes pas 100% compatibles, vous êtes deux personnes différentes. Mais s'épouser, ça prend avec le temps. Et si vous vous épousez devant vos enfants, ils vous verront vous épouser et apprendront que la vie à deux implique de passer par ce bel exercice qui consiste à s'épouser.
La répartition des tâches à la maison, je vous dis, allez, à table, au boulot, on prend une feuille, on prend un papier, on s'y met, on peut travailler en amont chacun de son côté avant de venir faire une mise en commun avec ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, ce que je déteste, ce que j'ai surtout pas envie de faire. Et puis on mélange ça et on discute et on s'écoute. Pourquoi tu aimes ça? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça? Je comprends pas que tu n'aimes pas ça. Et pourquoi tu n'as pas envie de faire ça? Mais normalement, je m'attendais à ce que tu aies envie de faire ça. On peut vivre ça dans une ambiance détendue, avec le sourire et travailler à son bonheur à deux. À bientôt. Maintenant que vous savez mettre les commentaires, j'attends les vôtres, tout simplement, vos commentaires, vos questions, vos remarques, pour vous aider à créer votre bonheur à deux. Ensuite, vous pouvez aussi mettre des étoiles et des commentaires ailleurs, sur Google Podcast ou autre, sachant que ce podcast est présent sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez des préoccupations un peu plus particulières, vous savez que vous pouvez aller sur le blog Couple Heureux et puis demander que je vous accompagne dans un rendez-vous dans lequel je vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Ne restez pas seul dans votre couple et dans vos problèmes. Faites-vous accompagner.